Ravi d'être avec vous ce soir pour cette conférence sur l'amour de soi, le respect de soi. On va voir à quel point c'est un aspect qui peut vraiment beaucoup nous apporter dans l'existence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés aussi. En tout cas, vraiment, je vous remercie parce que ça fait toujours plaisir de savoir que des personnes viennent avec et portent un vif intérêt à ce genre de réalisation et de démarche. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno Lallemand. Ça fait 50 ans que je pratique la méditation. Ça fait 36 ans que je l'enseigne, que je la transmets, toujours avec le même bonheur. Pour tout dire, au départ, je ne m'étais pas vraiment destiné à enseigner. En fait, je voulais même pas. C'est pour la petite anecdote, c'est la mère d'une amie qui m'a envoyé une personne et je lui ai dit non, mais moi je veux pas. Je me sens pas légitime d'accompagner des personnes. Mais elle me dit oui, mais avec toutes tes formations, tous les sages que tu as rencontrés, je pense que tu peux aider cette personne. Et donc elle m'a envoyé une personne un jour, et j'ai accompagné cette personne pendant quelques temps. Je lui ai transmis toutes ces connaissances que je vais vous partager ce soir. Et ça lui a fait tellement de bien, ça a tellement transformé sa vie que elle m'a dit écoute, c'est vraiment génial. Et puis parce que c'est quelqu'un qui avait un immense réseau, elle a commencé à m'envoyer du monde et je me suis retrouvé malgré moi avec un cabinet à gérer plein de personnes qui venaient me voir puisque j'ai exercé en cabinet pendant 20 ans. Donc voilà pour la petite histoire. Et ce qui fait que je me retrouve devant vous aujourd'hui puisque cette aventure, bien, elle dure depuis 36 ans et je trouve extraordinaire parce que ce qui est fantastique, c'est de voir tous ces témoignages, on aura l'occasion d'en parler, mais tous ces témoignages de personnes qui voient leur existence se transformer dès qu'elles ont les bonnes clés, dès qu'elles ont le bon angle de vue, et bien ça peut vraiment tout changer et on va voir. Alors, j'aurais presque envie, je serais presque tenté de vous parler de mon histoire, mais ça serait trop long, puis on n'est pas là pour ça. À l'occasion, d'ailleurs, j'ai écrit un livre témoignage qui s'appelle Quand la vague réalise quel est l'océan. Je vous dis pas ça du tout pour l'acheter, je vous demande pas de faire ça si ça vous intéresse pas. Mais je voulais témoigner dans ce livre que, quel que soit le parcours qu'on peut avoir, parce que j'ai eu un parcours relativement chaotique, mon enfance, ça ressemblait plus à Zola, avec toute cette lourdeur, toutes ces souffrances. Et puis bon, je me suis retrouvé SDF, j'ai vécu, enfin, je fais très très rapidement. Et je voulais montrer que, en fait, peu importe son histoire, peu importe de là où on vient, peu importe notre point de départ, c'est là où on en est. Et à partir de ce point de départ, on peut progresser, on peut avancer, on peut changer son existence. Le problème, c'est que on est enfermé dans de nombreuses croyances, des croyances sur le monde, des croyances sur soi-même. Je parle même pas, parce que aujourd'hui, c'est un peu la mode de dire des croyances limitantes, mais en fait, elles le sont toutes, puisque ce ne sont que des croyances. Ça n'est pas la réalité en soi. Et c'est quelque chose dans lequel on se laisse enfermer, et beaucoup de gens se disent, oui, mais moi, je peux pas changer, compte tenu de mon histoire, la vie, ça peut pas évoluer. Enfin, il y a une espèce je dirais même d'incroyance sur les champs de possibilités qu'on a, qui sont pourtant extraordinaires. Et je dirais, moi et l'équipe, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours parce qu'on voit toutes ces personnes qui nous envoient des témoignages. Et parfois, c'est poignant, c'est tellement touchant, des personnes qui viennent vraiment de très loin, dès l'instant où elles ont vu qu'elles pouvaient penser, agir, s'exprimer autrement, eh bien, ça pouvait faire toute la différence. Et on va en parler ce soir parce que je pense que c'est important, puisqu'on va parler de l'amour de soi, qui est, je dirais, c'est la base. Dans Phineas Kimby, qui est un philosophe américain de je ne sais plus quelle époque, disait que notre vie n'est rien d'autre que le reflet de nos propres pensées. Les bouddhistes, eux, disent à peu près la même chose, dans des termes différents, disent que notre vie, c'est une émanation de notre esprit. Autrement dit, une projection de notre esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie que nous avons est en étroit rapport avec le regard que nous posons sur nous-mêmes. Alors c'est vrai que nous, on a l'habitude d'accuser les conditions extérieures, de se dire, c'est pour ça que j'ai un peu parlé de moi au départ, d'avoir donné ce témoignage, parce qu'on peut très vite se victimiser
et s'enfermer dans la croyance que on est malheureux parce que on a eu un mauvais passé, parce qu'on a eu une mauvaise éducation, parce qu'il nous arrivait plein de choses. Mais ça, c'est une croyance dans laquelle on s'enferme et qui nous fige et qui nous empêche de progresser, d'avancer et d'aspirer à une existence beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouissante. Et je suis là d'ailleurs en tant que témoin avant toute chose pour vous montrer que tout cela peut changer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, même notre psychologie moderne aujourd'hui le dit, que finalement tout ce qui nous arrive est directement lié à la perception que nous avons du monde, que nous avons de nous-mêmes, tous les jugements que nous nous accordons à nous-mêmes. Eh bien, c'est peut-être pas par hasard tout ce qui nous arrive et tout ce qui se passe dans notre existence, et que nous n'ayons pas la vie à laquelle nous aspirons vraiment. Et puis, j'aimerais aussi vous le dire autrement. À propos de l'amour de soi, puisque c'est le sujet de ce soir, et on va voir comment on va pouvoir mettre des clés en application, et des clés qui marchent, qui fonctionnent, puisque nous on le vérifie tous les jours, et toute l'équipe aussi est là pour en témoigner. Et vous allez voir comme c'est simple à comprendre finalement. Est-ce que vous feriez un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Forcément non. Bon, sauf si vous êtes un saint, il y a des personnes qui vont être capables de me dire oui, moi je suis capable. Bon, alors c'est que vous êtes un saint et que vous n'avez rien à faire ce soir. Ici, j'ai rien à vous transmettre, vous avez déjà tout compris. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est, est-ce que vous feriez un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Donc, si vous ne vous aimez pas, quel cadeau vous allez vous faire? Quelle est la vie que vous allez vous donner, que vous allez vous accorder? Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour avoir l'existence à laquelle vous aspirez vraiment? Une de mes amies psychologues qui disait souvent à ses patients, en parlant de la relation, alors ça touche au domaine de la relation, mais c'est vrai pour tout le reste, elle disait toujours, l'autre, c'est le cadeau que vous vous faites. Et c'est extraordinaire parce qu'on va voir à quel point, je fais une parenthèse sur les relations, nos relations sont en étroit rapport, et ça, toute notre psychologie le dit, sont en étroit rapport avec le rapport qu'on a d'abord avec nous-mêmes. Si vous manquez d'estime de vous-même, croyez-vous que vous allez rencontrer des personnes qui vont être bienveillants, qui vont faire preuve qui vont avoir de l'estime pour vous-même, etc. Parce que, quelque part, en fait, c'est comme si, à travers le regard que vous posez sur vous, la façon que vous avez de vous apprécier ou de vous aimer ou de ne pas vous aimer aussi, va faire que quelque part vous donnez le change aux autres. Je vais vous raconter une petite histoire vraie. J'avais une de mes amies, psychologue, qui briquait un poste de responsabilité. Et puis, elle vient me voir, ça faisait près d'un an, plus d'un an qu'elle briquait ce poste de responsabilité, puis elle vient me voir, j'étais à mon cabinet, puis elle me dit, écoute Bruno, j'en ai marre, je comprends pas, mes supérieurs ne m'accordent pas le poste auquel j'aspire. Et je lui réponds, mais c'est normal. Et puis, comme c'était quelqu'un d'assez vif, elle réagit, elle me dit, mais attends, t'es avec eux, je comprends pas, je suis venu pour que tu m'aides à résoudre cette difficulté. Mais je lui dis, en fait, tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Je dis, c'est comme si tu te promenais avec un panneau, parce que tu manques de confiance en toi. C'est ce manque de confiance en toi qui te trahit. Alors, bon, comme c'était quelqu'un d'un peu orgueilleux, il disait, mais non, moi j'ai confiance. Je lui dis, bon, écoute, on va arrêter de tricher. Je lui dis, mais c'est au fond, c'est comme si tu te promenais avec un panneau, au-dessus de ta tête, sur lequel c'est marqué, ne me faites pas confiance, parce que moi-même, je ne me fais pas confiance. Parce que si toi, tu te fais pas confiance, comment est-ce que les autres peuvent te faire confiance? Parce qu'en fait, tu leur envoies des informations, même de manière très inconsciente, parce qu'on sait à quel point on est constamment en train de communiquer de manière subliminale avec les autres, et c'est comme si tu leur disais, surtout, ne m'accordez pas ce poste de responsabilité, puisque moi, je me fais pas confiance. Donc, comment vous pourriez me faire confiance si moi, je me fais pas confiance? Et j'ai vu son regard s'illuminer. Il y a eu quelque chose qui est vraiment à changer dans son regard. Et à partir de là, et comme elle pratiquait la méthode dont je vais vous parler, eh bien, elle s'est remise à pratiquer, et quelques mois plus tard, elle me téléphone, elle me dit, Bruno, ça y est, j'ai mon poste de responsabilité. Et je lui dis, mais c'est génial. Elle m'a dit, t'avais raison. En fait, je ne me faisais pas suffisamment confiance pour que les autres me fassent suffisamment confiance. En fait, c'est Krishnamurti qui disait, les autres sont un miroir pour nous.
Il nous renvoie l'image que nous avons de nous-mêmes, la perception que nous avons de nous-mêmes. Et quelle image peut avoir une personne, justement, qui a des relations épouvantables avec les autres? Et vous allez voir à quel point c'est étroitement lié. Et donc c'est sur cette base que c'est très important de retrouver ce chemin de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi et du respect de soi. J'entends tellement de personnes se plaindre que les autres ne les respectent pas. Mais si vous-même, vous ne vous respectez pas, comment est-ce que les autres vont pouvoir vous respecter? Il y a des personnes, c'est extraordinaire, elles imposent le respect, juste par leur présence, juste par ce qu'ils sont, juste par leur... pas dans la crainte. Mais on sent des personnes, et j'en ai fréquenté des tas sur ma route, c'est des personnes qui inspirent le respect. Et c'est difficile de ne pas les respecter. Parce qu'elles vous renvoient aussi, elles ont du respect pour vous, même si vous n'en avez pas pour elles. Et c'est quelque chose d'assez déroutant. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, maintenant, c'est important de voir, et on va voir comment on peut faire pour retrouver ce chemin de l'amour, de la bienveillance, de l'amour de soi, parce que la bienveillance est en étroit rapport avec, justement, cet amour de soi. Alors on va voir aussi qu'est-ce qu'on entend par amour de soi, qu'est-ce qu'on entend par là, est-ce que c'est se prendre dans les bras, c'est faire preuve de tendresse, c'est... on va essayer d'éclaircir tout ça parce que, surtout dans notre culture, l'amour est quelque chose de très compliqué. Il y a qu'à voir nos chansons qui parlent d'amour, nos films qui parlent d'amour, souvent ça finit en drame, c'est épouvantable, donc si on se dit c'est ça l'amour de soi, normalement l'amour tout court, ça ne doit pas créer de souffrance. Mais ça, on va voir, et là on parle évidemment d'amour inconditionnel, je ne parle pas d'amour attachement, d'amour affectif, etc. C'est cet amour-là dont je parle, et qui est précieux, et qui va faire toute la différence, parce que c'est cet amour qui va vous permettre de reconnaître votre valeur. Parce que tant que vous ne reconnaissez pas votre valeur, eh bien c'est très difficile, parce que vous êtes très... En fait, ce manque d'amour de soi, en plus, nous rend très dépendants des autres. On est très dépendant du regard des autres, du regard que les autres posent sur nous. Si quelqu'un pose un regard un peu maussade, comme ça, on va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, et on se sentira pas forcément très bien. Alors que et si quelqu'un, au contraire, est très gentil avec nous, eh bien, on peut être même très facilement manipulable, parce que vous savez, les manipulateurs sont des gens extrêmement habiles. Ils se montrent particulièrement sympathiques, on le sait très bien, et ils vont être très bienveillants, etc. Puis peuvent vous entraîner dans des histoires épouvantables. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà vécu ce genre de choses. Alors que l'amour de soi vous protège de ça, et on va voir comment, parce que c'est quelque chose de particulièrement précieux. La première chose, et là je vais vous parler évidemment de méditation. Ça fait 35 ans, je vous ai dit, 36 ans que j'enseigne la démarche dont je vais vous parler, les fameuses 31 clés pour vous aider à retrouver ce chemin de l'estime et du respect de soi. Vous avez de la valeur. Cette valeur, elle est liée à votre véritable nature, à ce que vous êtes intrinsèquement. Vous avez autant de valeur que les autres, et les autres n'en ont pas moins que vous. On dirait, je dirais d'une certaine manière, ça nous place sur un plan d'égalité. Mais maintenant, le comportement des autres, ça c'est autre chose. Il ne faut pas être capable de faire la distinction entre le comportement, la façon de penser, la façon d'agir, la façon de s'exprimer des gens, et ce qu'ils sont intrinsèquement. C'est un peu comme essayer d'imaginer les nuages qui représenteraient un peu nos pensées, nos émotions, et donc tout ce qui est lié à notre condition ordinaire, nos actes, notre manière de penser, d'agir, etc. Et puis le bleu du ciel, ça serait notre vraie nature. Et en fait, nous, on a tendance à juger et à apprécier ce que nous sommes à travers nos comportements et non à partir de ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est important de pouvoir faire la part des choses. Et on va voir d'ailleurs, de manière très pratique, contrairement à ce que disait Descartes, je pense donc je suis, c'est que en fait, nous ne sommes pas nos pensées. Les pensées, ce sont des émanations de notre esprit, des manifestations de notre esprit, mais auxquelles on n'est pas obligé de donner crédit, qui sont fondamentalement insubstantielles. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même. Et ça, on va revenir dessus. Je ne vais pas trop vous embrouiller. On va commencer de manière très simple. Et ça, c'est la première chose, la chose la plus importante à faire. Et Pema Chodron, qui disait elle-même, qui est une sage tibétaine d'origine anglaise, quand elle parlait de la méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de méditation, mais je constate de manière générale, et Dieu sait si je connais assez bien la méditation, pas seulement parce que je la pratique depuis 50 ans, mais aussi parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer de très nombreux sages de différentes traditions, indiennes, tibétaines, occidentales aussi, parce qu'il y a des sages en Occident, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas l'apanage juste de l'Orient et de l'Inde, et des personnes extraordinaires qui j'ai pu passer du temps, et je pense notamment aussi, j'ai toujours une pensée à l'égard de Shyama Rinpoche, qui est décédé aujourd'hui, que j'ai fréquenté pendant une quinzaine d'années, qui a été pour moi une source d'inspiration absolument extraordinaire, parce que leur amour de l'humanité n'est d'égal que leur dimension, cette dimension extraordinaire qu'ils ont accomplie à travers leur pratique de la méditation pendant toutes ces années et pendant toute leur vie. Et c'est quelque chose qui nous transmettent, et c'est le cadeau qu'ils nous font, parce que c'est le cadeau de notre liberté, la liberté d'être profondément ce que nous sommes nous-mêmes. Et c'est ce que j'espère pouvoir vous partager ce soir avec vous. Alors, donc, on va commencer par ça. Aujourd'hui, je disais, on parle beaucoup de méditation, et c'est vrai que c'est un peu le fouillis, parce qu'on a un peu de mal à s'y retrouver. On parle de MBSR, de la méditation pleine conscience, enfin, tout ça, ça devient... Et il y a beaucoup de choses, et on pense que la méditation, c'est de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une partie de la méditation, et pas la seule. Et sur ce point, les bouddhistes, qui à mon avis excellent quand même dans le domaine de la méditation, disent tous et sont unanimes sur ce plan-là, la méditation c'est tout un ensemble de pratiques. En fait, c'est un entraînement de l'esprit qui est destiné à nous aider à nous libérer des véritables causes de la souffrance, et donc d'avoir les moyens de s'en libérer, d'être capable de les identifier et ensuite de les éradiquer, et de réaliser les véritables causes du bonheur, et de les réaliser pleinement dans son existence, et d'acquérir une certaine stabilité pour vivre pleinement ce bonheur auquel nous aspirons. Voilà, grosso modo, je simplifie. Donc je reviens sur Pema Chodron qui disait « La méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même ». Alors qu'est-ce qu'on entend exactement par la méditation? Il y a 3 aspects qu'il faut retenir. On va parler du premier. Le premier, je ne vais pas vous parler de pleine conscience, parce que je trouve que ça crée trop de confusion. À l'origine, parce que ça fait, on a des traces visiblement de pratiques de méditation il y a 4000 ans, des recherches archéologiques auraient mis en évidence des pratiques qui ressembleraient très fort à des pratiques de méditation. Donc ça fait 4000 ans, en tout cas, qu'on a des traces de la pratique de la méditation. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a été beaucoup révélé évidemment par le Bouddha il y a 2500 ans, donc ça date aussi. Et à la base, on ne parlait pas de pleine conscience, on ne parlait pas, même pas de méditation, on parle d'attention. Parce que l'attention, c'est une faculté naturelle qu'on possède tous. Alors, vous voyez, quand on parle de pleine conscience, on a l'impression de faire quelque chose d'un petit peu bizarre, quelque chose qui est extérieur à nous, qui ne nous appartient pas. Alors que dans la pratique de l'attention, si on vous parle d'attention, vous pouvez savoir à peu près plus ou moins ce que c'est. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, vous avez un ami qui vient vous voir, il est un peu dans la difficulté, il est dans la peine, vous allez lui prêter de l'attention, pas forcément de lui parler, pas forcément d'essayer de résoudre ses problèmes, mais simplement d'être une présence pour lui. Vous pouvez aussi être une présence pour vous, et ça on va le voir justement, c'est là où je veux en venir. Donc la pratique, dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance. Et cette bienveillance, on va la porter sur soi. Alors, mais comment est-ce qu'on va pratiquer cette attention, et quel en est le but? Pour ça, il faut comprendre, et ça c'est un fait d'observation que vous pouvez tous vérifier par vous-même. Si vous regardez en vous-même, vous allez voir que au niveau de vos pensées, c'est un peu le bazar, et que votre conscience a tendance à s'associer à nos pensées et à nos émotions. C'est assez rare, ça arrive de temps en temps qu'on ait du recul, qu'on ait un certain détachement, on arrive à regarder les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de détachement, d'apprécier une situation, peut-être qu'il n'y a pas forcément, soit qui a été heureuse, ou qui n'a pas forcément été très heureuse, et on est capable de la voir avec un certain recul, avec un certain détachement. C'est de plus en plus difficile dans une culture comme la nôtre, parce que tout va très vite, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, et je dois reconnaître quand même qu'en Occident, on excelle, on est quand même, il faut reconnaître, des agités de la cafetière. On court dans tous les sens, on n'arrête pas, on s'agite tout le temps. Et comment est-ce que vous voulez y voir clair, et comment est-ce que vous voulez avoir un tant soit peu de recul par rapport à vous-même dans cette agitation perpétuelle, permanente? Et alors c'est pas juste être au calme
on va voir que ce détachement va beaucoup plus loin parce qu'il va nous permettre d'apprécier les choses avec beaucoup plus de subtilité. L'attention va nous permettre justement de stabiliser la conscience là où elle est, et non plus de partir, de suivre les pensées et de partir dans les pensées. Pas si vous avez remarqué, mais parfois on a cette expression, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que, effectivement, c'est plus fort que nous. C'est parce qu'on est identifié à nos pensées et nos émotions, et on part avec. Parfois, d'ailleurs, on dit, je me suis laissé emporter. Et effectivement, c'est laissé emporter dans nos émotions. On est parti avec l'émotion. Et on fait plus qu'un avec l'émotion. Et si par exemple, je sais pas, c'est de la colère, on va être comme un vrai rouleau compresseur, on va vouloir écraser l'autre, on va pouvoir vouloir lui rendre les coups, etc. Parce qu'on est complètement identifié et on ne réalise même plus ce qu'on est en train de faire. Et c'est souvent après coup, en constatant les dégâts qu'on a fait, on se dit, oh mon Dieu, je me suis laissé effectivement emporter. Et puis après, on est un peu obligé de regretter, etc. Alors que si on avait le recul, le détachement, eh bien on pourrait agir de façon beaucoup plus appropriée sur le moment. Et ça, c'est grâce à la pratique de l'attention. Et donc on va entraîner la première chose, le premier niveau, c'est cette base qui est vraiment indispensable, c'est l'entraînement. C'est cet entraînement qui va nous aider à stabiliser la conscience dans l'instant grâce à la veille, grâce au développement de l'attention. Et comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va utiliser des supports qu'on a à notre disposition en permanence. On va utiliser le corps, on va utiliser les sensations, on va utiliser on utilisera même l'esprit, on va utiliser le souffle, on va utiliser différentes fonctions qu'on possède et qui vont nous permettre de rester là et de ne plus suivre, de laisser les pensées simplement partir. Et on va voir une chose qui est extraordinaire, c'est que quand on n'alimente pas la pensée, faute d'être alimentée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pensée, elle s'apaise. Elle se calme, parce que comme elle n'est pas sollicitée. C'est un peu comme si d'un seul coup vous vous retrouvez dans un environnement calme, où vous êtes beaucoup moins sollicité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous êtes moins sollicité, vous commencez à vous détendre, et vous nourrissez beaucoup moins vos pensées. Et comme vous nourrissez moins vos pensées, eh bien vous ressentez un certain calme. C'est le cas, par exemple, quand vous partez en vacances, vous êtes allongé sur le sable, vous vous laissez aller au va-et-vient des vagues de la mer, vous sentez le vent qui vous souffle sur le corps. Bref, vous revenez là tout simplement de manière très spontanée. Alors évidemment, c'est très fragile parce que après, il suffit que personne vous lance un mot malheureux. C'est le gamin qui court dans le sable et qui vous envoie du sable dans la figure. Et puis d'un seul coup, ça y est, vous êtes parti. Ça vous énerve. Mais on peut voir que pendant un certain temps, vous avez réussi à être là. Et là, il s'agit de le stabiliser, d'en faire un entraînement qui va faire que de plus en plus, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de stabilité, vous allez être de plus en plus là. Et on a constaté, et là maintenant il y a des preuves scientifiques irréfutables, puisqu'aujourd'hui on a plus de 2000 références scientifiques sur les effets de la méditation, sur la santé physique, comme sur la santé mentale, eh bien on constate qu'effectivement ça a de très très nombreux effets, notamment au niveau des émotions. Puisque comme je le disais tout à l'heure, faute d'être alimenté, les pensées vont se calmer, et les émotions qui sont associées aux pensées vont s'apaiser aussi. Eh bien, et on peut voir aussi, au niveau du corps, il y a une normalisation de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le cœur bat beaucoup plus calmement lorsque vous pratiquez la méditation, il y a les échanges se font beaucoup mieux, il y a une légère vasodilatation périphérique qui fait que le sang circule mieux, les déchets sont mieux éliminés, et on a constaté qu'au bout de 3 semaines d'une pratique régulière de ce genre de pratique, eh bien on voit une augmentation des anticorps de 30%, ce qui n'est pas rien. Au niveau de l'électroencéphalographie, maintenant ça s'est avéré, on voit qu'il y a un ralentissement des ondes cérébrales, on passe d'ondes bêta, qui sont des ondes relativement rapides, à des ondes alpha, qui sont des ondes beaucoup plus lentes, et on constate que les gens qui sont beaucoup plus capables de produire des ondes alpha jouissent d'un plus grand équilibre psychologique. Donc on voit que ça participe effectivement très largement à notre équilibre psychologique. Ça c'est la première chose. Et surtout, et ça c'est très important, c'est que cet entraînement de l'attention qui va nous aider à stabiliser l'attention
attention de plus en plus là où nous sommes, va faire qu'on va commencer à avoir de plus en plus un subtil détachement par rapport à soi. Il ne s'agit pas de... Parce qu'il y a des gens qui manquent pas de me faire, mais c'est le détachement, est-ce qu'on voit son corps, ça n'a rien à voir. Hein. Le recul que vous pouvez avoir lorsque vous êtes apaisé, vous voyez les choses avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de recul. Et ça, mais ça va s'accentuer et ça devient même un mode d'être. Vous êtes de plus en plus capable de retrouver votre recul beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, et vous constatez que des situations qui vous affectaient jusque-là, eh bien, vous affectent de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et vous commencez à retrouver vraiment cette sérénité. Donc il y a une démarche, ça agit vraiment sur le fond. Ça, c'est la première étape, et c'est un programme qui dure 7 semaines de cours. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous avez ces clés, c'est que vous allez pouvoir les mettre en application toute votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Ça, c'est quand même la chose qui est intéressante, c'est-à-dire que vous devenez complètement autonome. Deuxième volet, ça c'est le deuxième aspect qui est très important. Srimad Rinpoche disait toujours, l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, et évidemment l'aspiration bonheur, on aspire tous à être heureux dans notre existence, on pourrait être fou pour pas vouloir être heureux dans son existence, mais évidemment, il y a des personnes qui arrivent à dire oui, mais le bonheur, c'est quelque chose de théorique, c'est hypothétique, etc. Enfin bon, bref, on arrive toujours à se créer des histoires et à se créer des croyances, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et puis, il y a un autre moteur qui tire en arrière et qui nous empêche d'avancer. Ce moteur qui tire en arrière, en fait, ce sont nos peurs, la culpabilité, les vues fausses, les a priori, etc. Tout ce qui crée, en fait, toutes les perceptions dans lesquelles nous sommes enfermés et qui nous empêchent d'avancer dans l'existence. On est un petit peu, ça me fait toujours penser à la personne, vous savez, qui est sur le point de plonger, elle est sur le plongeoir tout en haut, à 10 mètres, et puis prête à plonger, puis à la dernière minute, avant de plonger, elle prend peur. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, forcément, elle va se faire mal. Parce que c'est un peu comme si elle était retenue. Il y a une division entre ce qu'elle veut réaliser, c'est-à-dire faire ce saut pleinement. Et quand les personnes font un saut pleinement sans se laisser gouverner par la peur, se laissent aller, eh bien, ils le vivent totalement et ça se passe bien. Mais ce qui fait que ça va mal se passer, eh bien, c'est un peu comme si on était tiré par la manche et que, comme si une personne nous empêchait d'y aller. Et vous avez certainement déjà tous ressenti cette division en vous-même. C'est que d'un côté, vous aspirez à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous avez vraiment envie de le réaliser. Et puis, il y a cette espèce de frein, les doutes, les peurs, etc. Mais si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer si je le réalise aussi ? Parce qu'on a peur de réussir, parce que ça va changer notre vie, etc. Enfin, bon, bref, il y a toute cette division qui fait qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, totalement. Donc, on va voir, dans ce deuxième niveau, sur 12 semaines de cours, 12 clés, 2 ou 12 nouvelles clés qui vont vous aider à vous libérer de ces obstacles, mais aussi à donner de la puissance à vos aspirations. La première qui me vient à l'esprit, c'est la toute première leçon qui est quelque chose d'extraordinaire. On l'a sous-titré le sourire intérieur. Ça s'appelle la paix intérieure, sourire intérieur. Et je parlais des émotions tout à l'heure, à quel point elles viennent mettre le bazar dans notre existence. Et je pense que vous êtes tous d'accord. À chaque fois qu'on est aux prises, on est emporté dans nos colères, dans nos agacements, etc. Puis on aimerait quand même être un peu exempt de tout ça, pouvoir un peu se reposer, d'être serein par rapport aux circonstances. Et ça nous arrive tous d'avoir des sauts d'humeur, de se laisser emporter. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça nous arrive ? Eh bien, on se juge. Il y a cette espèce d'auto-jugement qui va aller vers une mésestime de soi. Et si on en rajoute, eh bien, on peut vraiment aller presque vers de la déprime. Et quand ça nous arrive, eh bien, on peut avoir une autre attitude. Et ça, c'est la pratique, ce qu'on appelle la pratique du sourire intérieur. Essayez d'imaginer un enfant, je sais pas, qui est en train par exemple, de faire ses devoirs, puis il n'y arrive pas, et puis il commence à s'énerver, puis oui, il est un peu fâché. Puis vous, avec votre distance d'adulte, vous avez de la compassion pour votre enfant, vous l'aimez, votre enfant. Et vous allez le voir, vous allez lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Mais au départ, vous avez un sourire presque intérieur, pas un sourire de moquerie. C'est un sourire parce que vous êtes touché, vous voyez ce petit bout de chou qui est en train de s'énerver, parce que ça va pas comme il veut, et vous avez cette distance de l'adulte,
qui a justement de la bienveillance pour son enfant et qui va le voir, qui va lui dire bah, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe. Eh bien, vous allez faire exactement la même chose que ce que vous faites avec votre gamin et vous regardez ça avec beaucoup de distance. Et là, il y a un exercice qui est extraordinaire, qui est, j'ai presque envie de dire, qui est touchant parce qu'il fait appel à la noblesse des sentiments. Et c'est quelque chose qu'après, vous allez appliquer et qui va vous aider à dédramatiser. Quand vous êtes pris dans des situations un peu conflictuelles comme ça, où il y a beaucoup de tension, de prendre cette hauteur de vue. Et ça, c'est extraordinairement, j'ai envie de dire, rafraîchissant. Ça aide à mettre de l'humour aussi et de l'amour dans son existence. Et puis, un grand fléau qui est propre à la culture occidentale, c'est la culpabilité. Je dis propre à la culture occidentale parce que quand je discutais avec mes amis tibétains, on avait parlé de culpabilité. En fait, il n'y a pas de mot pour traduire le mot culpabilité en tibétain, parce que ça n'existe pas. Comme ils ont une approche non dualiste de la réalité, c'est quelque chose qui leur paraît étrange. Et la culpabilité, c'est quelque chose qui est inscrit pratiquement dans nos gènes, c'est millénaire. C'est pas, ne croyez pas que ça vient de l'éducation que vous avez reçue. C'est beaucoup plus profond que ça, parce que l'éducation que vous avez reçue, c'est parce que vos parents ont reçu la même. Et on trimballe ça depuis, on va dire merci à Mani, qui a inventé la pensée manichéenne, parce qu'il considérait qu'il y avait des forces du mal et des forces du bien, alors que la réalité, c'est pas tout à fait ça quand on prend la peine de creuser un peu la question. Et donc, on va voir, parce que la culpabilité, c'est un véritable fléau. Ça engendre peur, angoisse, anxiété, dépression, ça nous amène vers une attitude destructrice, autodestructrice, et contrairement à ce que certaines personnes prétendent, se libérer de la culpabilité, c'est pas se déresponsabiliser, c'est tout l'inverse. Parce que, au contraire, une personne qui est coupable aura beaucoup plus de mal de reconnaître ses erreurs, parce qu'elle est dans l'auto-jugement. Donc elle va se dire, je suis une mauvaise personne, donc je vais pas reconnaître mes erreurs. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on refoule ses erreurs. Ou alors on se ronge de remords, on se fait du tort. Alors qu'au contraire, une personne qui est libre de la culpabilité, elle va être beaucoup plus à l'aise parce que comme elle ne se culpabilise pas, elle est tout à fait à l'aise pour reconnaître qu'effectivement son comportement n'a pas été très heureux et elle agira de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus appropriée. Et on sait que même dans certains cas, ça peut conduire au suicide. Et puis évidemment, comme ça crée beaucoup de tension, beaucoup de stress, la culpabilité, eh bien ça génère beaucoup de maladies forcément. Donc, on va voir, il y a tout un exercice qui est consacré à ça parce que c'est vraiment quelque chose dont on doit pouvoir vraiment se libérer. On vous montre aussi, on va vers le chemin de l'acceptation de soi, apprendre à s'accepter, accepter ses potentiels, ses ressources, ses qualités, parce qu'on en a tous, parce qu'ils sont liés à notre vraie nature, à notre véritable nature. Il faut pouvoir les reconnaître et ça va nous aider à avoir un peu plus d'estime de nous-mêmes et on va apprendre à poser un regard très différent sur ce qu'on appelle nos défauts ou notre négativité. Et ça aussi, ça va complètement changer. Parce qu'on verra, on va se dire, on va peut-être se condamner parce qu'on a eu de la colère, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la colère? La colère, on sait très bien, c'est comme un bouclier qui nous donne un sentiment de puissance, comme ça, de se protéger. Mais se protéger de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de se protéger? En fait, c'est parce que derrière, c'est un masque de la peur ou de la tristesse. Donc, on va voir que la colère, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on imagine, ce que l'on croit, parce qu'on a tendance à la condamner, se dire c'est pas bien de se mettre en colère. Et oui, je trouve terrible dans notre culture, on parle des 7 péchés capitaux. On a fait quelque chose de mal. C'est mal de ressentir de la jalousie, c'est mal d'avoir d'éprouver de la colère, etc. Je veux pas dire par là que c'est bien, c'est pas la question. C'est que ça nous empêche de voir ce qu'il se passe véritablement. On sait très bien, par exemple, derrière une personne jalouse, il y a un manque d'estime de soi. Donc, ça sert à rien de juger la personne qui est jalouse. C'est préférable de l'aider à retrouver le chemin de l'estime de soi. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu. Ensuite, on parlait de se faire des cadeaux. Et il y a un exercice qui s'appelle la réalisation d'un objectif qui va vous aider à mettre tout en œuvre pour faciliter la réalisation de vos objectifs. C'est Freud qui disait « Le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif ». La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour amener toutes les forces de l'âme vers le même objectif. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette division entre notre aspiration d'un côté puis toutes ces peurs qui viennent nous freiner. Et bien là, il y a un exercice qui va vous aider à harmoniser tout ça, à être capable de ne faire plus qu'un avec votre aspiration pour vous donner toutes les chances de le réaliser.
Après, on voit, il y a les pratiques comme la visualisation, l'imagerie mentale, la suggestion, qui sont des pratiques extraordinaires, qui sont très puissantes, qui vous aident à utiliser pleinement vos potentiels. Et il y a des pratiques qui s'adressent au corps aussi, pour favoriser le processus d'auto-guérison. Et puis, la motivation. La motivation, c'est un moteur. D'ailleurs, ça a la même racine que le bon moteur. Et la motivation, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'existence. Quelqu'un qui manque de motivation, eh bien, c'est un petit peu comme s'il avait un moteur faible, et quand il arrive dans une pente, eh bien, il a du mal à avancer, ça freine, et peut-être même qu'il va faire du recul et il va abandonner. Alors que quand on a une motivation forte, eh bien, on est capable de faire fi des obstacles qu'on rencontre. Et c'est assez souvent les personnes qui manquent de motivation, ce sont celles qui sont toujours en train de se trouver des excuses. C'est-à-dire, oui, mais là, j'ai pas le temps. Oui, mais là, c'est trop cher. Oui, mais là, il y a ceci. Elles ont toujours une bonne raison de pas faire ce qu'il faudrait pour que ça aille dans le sens de leur réalisation, de leur bonheur. Parce que derrière aussi, ça cache de la peur. Et parce que la peur agit sur la motivation aussi. Donc on va voir comment on va donner de la puissance à nos motivations, parce que c'est un moteur qui va nous permettre d'avancer. Et vous verrez, il y a une personne qui nous avait fait la remarque, quand elle a fait l'exercice, elle s'est exprimée de façon très spontanée, après avoir fait l'exercice, elle a dit « Je viens de faire l'exercice sur la motivation ». Elle a écrit « Waouh !» Ça en disait long quand même. Et la confiance en soi. Tout un exercice sur la confiance en soi, j'en ai parlé tout à l'heure. La confiance en soi, c'est le pilier de la réussite d'une vie. Sans confiance en soi, on ne peut pas avancer dans l'existence. Comment, si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Si vous ne croyez pas en vous, comment est-ce que vous allez mener à bien vos projets? Comment est-ce que vous allez avoir des relations épanouissantes et heureuses avec les autres? La confiance en soi, elle est indispensable dans tous les domaines de la vie. Pas seulement dans la réussite professionnelle, dans tous les domaines de la vie. Dans votre couple, dans votre relation, et même sur le plan spirituel. Parce que si vous êtes tout de suite confronté à une peur, vous allez vous sauver, vous allez dire « Ah, la méditation, c'est pas pour moi ». Alors que si vous avez confiance en vous, vous dites « Bon, c'est rien, c'est juste des pensées, des émotions qui s'élèvent à la conscience ». On termine sur un exercice qui va aller aussi dans le sens de la libération de la culpabilité, parce qu'on va vous montrer comment légitimer votre bonheur, c'est quelque chose qui est très important, et on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit, et qui introduit le troisième niveau. Alors la nature de l'esprit, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui étaient là au début, que je parlais des nuages, d'un côté, qui représentent vos pensées et vos émotions, et le bleu du ciel, qui représente votre vraie nature. C'est là où sont tous nos potentiels de vie, toutes nos richesses. Et notre Occident, l'Occident est une société du faire et de l'avoir et du paraître. Donc il ne s'occupe pas de ce genre de réalisation. Alors bien sûr, ça fait quelques décennies, on parle de méditation, mais c'est très marginal encore aujourd'hui, même si on en parle beaucoup. Mais ça reste très marginal, et même dans le domaine de la méditation, il y a peu de personnes qui touchent à cette véritable nature d'esprit, parce que souvent c'est une pratique de confort, de loisir, de bien-être, on se détend un peu, on laisse un peu flotter notre esprit, etc. Alors que le but de la méditation, c'est de nous éveiller à nos véritables potentiels et à notre véritable nature. Et ça, c'est un autre sujet. Et là, on entre dans le troisième niveau de la pratique, qui, je veux dire, ça devient, bon, c'est déjà passionnant, mais là, on entre dans quelque chose d'extraordinaire. Je vais m'amuser à faire une petite démonstration avec vous, puisqu'on va parler de véritable nature de l'esprit. Essayez de regarder en vous-même et de voir, vous pouvez constater, ça vous est déjà arrivé, constater quand une pensée s'élève à la conscience, elle va rester un certain temps dans la conscience, mais après elle va disparaître, avant d'être remplacée par une autre pensée. Et une autre pensée, elle fluctue sans arrêt. Elles apparaissent, elles disparaissent, elles changent, se transforment sans arrêt. Et si vous êtes capable d'être conscient de la pensée, vous êtes là, conscient, en arrière-plan, conscient de la pensée qui est en train de s'élever. Mais quand la pensée disparaît, vous n'avez pas le sentiment qu'un petit peu de vous disparaît avec la pensée. Donc, si vous ne disparaissez pas avec la pensée, on ne peut pas dire que vous êtes la pensée. Parce que qui perçoit la pensée? Puisque la pensée s'en va. Et là, on touche à quelque chose de précieux. Qui êtes-vous réellement? Qui est capable aussi, vous allez dire, le corps. Mais le corps, il change sans arrêt. On sait très bien, puisque la science nous le dit, tous les 7 ans,
vous changez complètement de corps. C'est-à-dire, on ne trouve plus aucun des atomes qui constituaient votre corps avant. Et puis, vous constatez qu'il vieillit, il se transforme. Vous parlez de quel corps quand vous parlez du corps? Mais on est capable d'être conscient des sensations, de percevoir les sensations du corps, de percevoir ce qui se passe au niveau du corps. Mais qui est conscient de cela? Et là, on touche à quelque chose de fondamental et qui peut changer complètement la donne. Et on va voir dans ce troisième niveau, on va aborder ce sujet qui est très important. Alors on va traiter d'abord de l'aspiration, parce que l'aspiration, et notamment l'aspiration au bonheur, est quelque chose de très important. On a parlé de la motivation tout à l'heure, et ça a un lien très fort avec aussi, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas où on va, ça va être très difficile d'y aller tout simplement. Donc on va voir combien l'aspiration est quelque chose de très important. Et puis on va aborder des notions qui sont fondamentales sur la véritable nature des phénomènes. Et on va méditer, on va découvrir les notions d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité, qui sont des notions vraiment fondamentales. Parce que dans notre perception ordinaire, en fait, on a construit toute notre existence sur une perception qui est complètement fausse. On vit avec l'idée que les objets de nos perceptions sont délimités, sont limités, et même qu'ils ont une identité solide, immuable. Alors on sait très bien que c'est pas vrai, puisque je parlais tout à l'heure du corps qui change, qui se transforme, qui vieillit, puis un jour on va mourir. C'est un fait. La mort, c'est pas une maladie, c'est pas un mal, c'est un fait. Ça a toujours existé, ça fait partie de la vie, ça fait partie du contrat. C'est pour ça que c'est extraordinaire, on est dans une culture qui parle de fin de vie. Mais la vie ne s'arrête pas parce que une personne décède, la vie continue. Et j'ai presque envie de dire ce que nous sommes fondamentalement continue. Mais ça, c'est un autre sujet, on va y revenir. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que on vit sur cette perception qui est complètement erronée. Et quand on commence à méditer, et la méditation nous amène à ça, c'est de se rendre compte que tout ce que nous vivons, tous les phénomènes, quels qu'ils soient, sont le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions qui se sont réunies, qui font que ce que nous sommes aujourd'hui est tel qu'il est. Vous prenez, et je donne souvent l'exemple du nuage. Regardez un nuage. Un nuage, il apparaît, mais il apparaît comment? Il apparaît à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions qui se sont réunies, qui font que ce nuage apparaît. Et ce nuage change, se transforme. Il se transforme à la faveur du changement de ces différentes causes et conditions. Et il disparaît, à un moment ou à un autre, à la faveur du changement de ces causes et ces conditions qui ont participé à sa manifestation. Donc on peut dire que fondamentalement, ce nuage n'existe pas. Il n'existe pas intrinsèquement. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas. Il est une manifestation. Il est la manifestation, encore une fois, d'un grand nombre de causes et de conditions. C'est-à-dire, c'est la forme qu'a pris le nuage. Mais intrinsèquement, ce nuage n'a pas d'identité solide dans le sens où il est insaisissable. Eh bien, amusez-vous à faire la même chose avec vos pensées. Vous allez voir, c'est troublant. Vous essayez vous savez, cette notion du moi. On dit souvent, moi, j'arrive souvent, les personnes, quand elles viennent dans mes stages, je leur dis, quand vous dites moi, à quoi vous faites référence? Puis quand ils commencent à regarder en eux-mêmes, ils disent, c'est vrai, vous faites, à quoi je fais référence? Et on a beaucoup de mal à trouver ce fameux moi. Et on entre tout de suite dans les concepts. Les gens disent, c'est l'âme, c'est le machin. Mais ça, c'est qu'un concept. C'est pas la réalité en soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez perçu? Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et là, ça devient véritablement passionnant. Parce que si vous comprenez que tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est changeable, que rien n'est figé dans l'univers, et que votre vie n'est pas figée, que tout ce que vous vivez n'est pas figé, et que ça peut changer, ça peut se transformer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on aborde toutes ces notions qui sont développées. Il y a des méditations qui sont faites dessus. On aborde aussi les notions de compassion. Alors j'en arrive, parce que j'en ai parlé au début, c'est très important. On vit avec dans une culture, c'est extraordinaire, la perception, il suffit de regarder nos films. On est des gens très romantiques, on a hérité du romantisme. Et c'est d'ailleurs Dalai Lama qui disait « Je ne connais rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme ». Parce que dans l'amour romantique, on n'aime pas l'autre en réalité. On aime l'image qu'on se fait de l'autre. Et ça crée beaucoup de problèmes. Dans l'amour, en fait, d'abord la compassion. La compassion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord parce que, pour soi-même, on a été capable de reconnaître et identifier les véritables causes de la souffrance,
que ça vient bien de notre propre esprit, qui crée la colère, qui crée la jalousie, qui crée tous ces tourments intérieurs. Ce ne sont pas les conditions extérieures. Les conditions extérieures ne font que les réveiller. Mais c'est toute cette colère dans laquelle on se retrouve, ou la colère ou autre chose, de toutes ces émotions négatives. Parfois, on est pris même par des émotions véritablement violentes, par les tourments, par les angoisses. C'est bien ça qui crée la souffrance. Et qui nous empêche d'être heureux et d'être serein. Donc notre aspiration, une fois qu'on a identifié les vraies causes de la souffrance, c'est de se dire comment je m'en libère. Comment est-ce que je fais pour me libérer des véritables causes de la souffrance? Eh bien, quand on se souhaite à soi de se libérer des causes de la souffrance, ça, c'est la compassion. Quand on souhaite aux autres de se libérer de leurs obscurcissements mentaux, de tout ce qui crée la souffrance en eux-mêmes, eh bien, ça, c'est la véritable compassion. Puissent tous les êtres, c'est la prière bouddhiste, puissent tous les êtres être libres des causes de la souffrance, des véritables causes de la souffrance. Et l'amour, c'est quoi? Eh bien, c'est de reconnaître, d'identifier quelles sont les véritables causes du bonheur. Et on va voir que, entre autres, la bienveillance participe très largement à notre bonheur. Je vais vous donner un exemple. Essayez de vous rappeler un moment où vous étiez plein de colère, par exemple, plein d'agacement. Comment vous vous sentiez? Est-ce que vous vous sentiez heureux? Est-ce que vous vous sentiez bien? Vous m'étonnerez. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Par contre, essayez de penser à un petit enfant, par exemple, à ce jeune vivre, puis de penser à lui. Et vous allez émaner très spontanément de l'amour, de la compassion. Comment vous vous sentez alors? Vous vous sentez bien. Parce que lorsque vous êtes capable de manifester de la bienveillance, lorsque vous êtes capable de manifester de l'amour, même pour vous-même, eh bien ça vous fait du bien. Et ça crée les conditions du bonheur. Donc la question, c'est de savoir, mais comment est-ce que je fais pour être de plus en plus stable dans cet état d'esprit? Eh bien, la pratique. Et c'est ça qui va vous aider à changer votre existence. Et vous allez voir, et on va vous montrer aussi, à travers ce troisième niveau, comment accéder de manière beaucoup plus directe encore à votre véritable nature. C'est ce qu'on appelle l'introduction à la véritable nature de l'esprit. Voilà, et ça c'est un programme de 12 semaines, et c'est, j'aurais dire, c'est passionnant, parce que ce qui est bien, c'est quelque chose que vous pouvez approfondir en permanence. Dans 10 ans, vous pourrez encore approfondir toutes ces notions, c'est quelque chose qui est sans fin, et qui chaque fois ouvre encore plus de liberté, et forcément de joie, de bonheur, d'humour, d'amour, que vous allez amener dans votre existence. Et on a plein de témoignages comme ça, de gens qui suivent la démarche, qui suivent cette démarche dont je vous parle, et qui nous disent, mais c'est extraordinaire, parce que il n'y a pas très longtemps d'ailleurs une personne qui avait commencé les cours, qui vient d'arriver juste à la fin du troisième niveau, qui dit mais j'y retourne, je recommence depuis le début parce que c'est tellement passionnant, je n'arrête pas d'apprendre. Je n'arrête pas de m'enrichir et je n'arrête pas de trouver des clés qui chaque fois me libèrent encore un petit peu plus. Et je vois ma vie qui se transforme, je vois bien le parcours que j'ai fait depuis tous ces cours, comment ma vie a changé. Eh bien c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter à vous-même. Alors, il y a un point qui est important que je n'ai pas développé, parce que je sais qu'on est dans une culture qui est assez, alors paradoxalement, qui a tendance à associer dans son inconscient effort et contrainte. C'est pour ça que quand on dit aux personnes, vous allez pratiquer, ils me disent, mais combien de fois? Tous les jours. Ah oui, mais vous vous rendez compte, tout de suite les gens ils font un peu la grimace. Mais parce que c'est extraordinaire, l'occidental est quand même incroyable, c'est que on est vraiment conditionné, nous on associe effort et contrainte. Dès qu'on parle d'effort, hop, il y a une contrainte. On n'arrive pas à associer effort et joie. Et c'est quelque chose que j'ai découvert avec les bouddhistes, parce que eux, ils pratiquent l'effort joyeux. Et on a beaucoup de mal chez nous à pratiquer l'effort joyeux, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas du travail. Et c'est fantastique. Nous, on aime bien travailler. Vous savez que à l'origine, le mot travail, c'est un instrument de torture qui a été inventé par les Romains, le tripalium. Et au fil du temps, ça s'est transformé en travail. Chaque fois qu'on travaille, on est besogneux. J'ai travaillé dur pour obtenir ce que j'ai voulu. On n'arrive pas à imaginer qu'on puisse obtenir les mêmes choses en s'exerçant de façon joyeuse. Vous pourriez, non pas travailler, mais vous exercer. J'aime bien la notion d'activité. On a une activité. Dans votre activité, de le faire dans la joie. Et ça changerait tout, parce qu'on aurait des personnes beaucoup plus heureuses dans tout ce qu'ils font. Moi, j'essaie d'imaginer une école où on y va joyeux, et on fait les choses joyeusement. On apprend les maths joyeusement, on apprend l'anglais joyeusement. Ça serait quand même extraordinaire. Et ça marche en plus.
Il y a eu à une époque, dans les années 80, la méthode Arthur, qui démontrait qu'en apprenant, en nourrissant la curiosité naturelle de l'enfant, et en lui apprenant de manière libre, en fait, l'enfant, il a naturellement envie d'apprendre. Alors que nous, on contraint l'enfant à apprendre. C'est catastrophique. On a un esprit fermé, étroit. Ça fait de nous des êtres étroits d'esprit. Alors que, au contraire, que vous avez, c'est Einstein qui disait, l'esprit c'est comme un parachute, ça marche mieux quand c'est ouvert. Et si nos amis politiques, s'ils pouvaient m'entendre, comprenaient que si à l'école on y mettait un petit peu plus de joie, un peu moins de stress, un peu moins de pression, on aurait des enfants joyeux et qui apprendraient beaucoup plus rapidement et beaucoup plus aisément. Et si on allait essayer d'imaginer un monde où on va à notre travail avec plaisir, avec joie, mais ça serait fantastique. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai énormément de plaisir, j'adore de faire tout ce que je fais, et vous pouvez demander à mon équipe, parce que je les ai invités à être dans le même état d'esprit, de jamais se contraindre, de faire les choses dans le plaisir. Eh bien, si vous pratiquez dans le plaisir, eh bien, vous allez avoir du plaisir à pratiquer, et plus vous aurez plaisir à pratiquer, plus vous aurez de résultats, plus vous aurez de résultats, plus vous aurez envie de pratiquer, et vous entrez dans un cercle vertueux, et c'est comme ça sans fin, et vous allez sans arrêt apprendre, et vous enrichir. Voilà, maintenant vous savez tout, à vous de décider. Alors, comment ça se passe? Ah non, pas tout de suite, je vous dirai ça après. Je vais d'abord répondre à vos questions, parce que c'est vrai que les conférences, j'ai oublié de vous le dire au début, les conférences, il y a 3 volets, je vous fais la petite conférence, et ensuite je réponds à vos questions. Alors attendez, il faut que j'organise mon univers de travail, parce qu'on me transmet les questions, parce que je ne peux pas les voir sur le chat pendant que je donne la conférence. Je ne vois pas toute la question. Voilà. Avec la méditation, peut-on activer les centres de la volonté? Je ne sais pas pourquoi, particulièrement de la volonté, on active beaucoup de centres. La méditation permet d'accéder à un plus vaste potentiel. La volonté, vous savez, c'est assez amusant parce que dans notre culture, on est des gens très volontaires. On fonctionne beaucoup avec la volonté. Mais je vais vous donner une image. Essayez d'imaginer un navire. Le gouvernail, ça serait la volonté. Les voiles, ou le moteur, ça serait la motivation. Ce qui vous fait avancer, c'est les voiles, c'est le moteur. Le gouvernail, lui, il place la direction. La volonté, ça sert à ça, c'est de placer la direction. Pour ça qu'une fois que vous savez ce que vous voulez, vous placez la direction, et vous avancez, mais à partir de là, vous nourrissez la motivation. Et c'est ça qui va vous faire avancer. C'est pas la volonté. Comment vaincre la procrastination? En faisant. Et là, la pratique va vous aider. Alors, je ne vais pas vous donner des solutions, parce que la solution, j'ai presque envie de dire, c'est toute la démarche dont je viens de vous parler. Donc, je suis sûr que je vais avoir, comme à chaque conférence, des questions dans lesquelles il y avait déjà la réponse dans la conférence. Peut-on libérer toutes les cristallisations faites dans notre corps tout au long de notre vie, le karma familial et autres? Théoriquement, oui. Il n'y a pas de raison, mais en même temps, il faut accepter que ça prenne du temps. Parce que si on comprend, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de cause et d'effet, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons, j'ai envie de dire, d'ailleurs c'est rigoureusement scientifique, c'est un fait, tout ce que nous vivons est un aboutissement, c'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions. C'est-à-dire la naissance, les influences que vous avez, vos parents, enfin tout un ensemble de causes et conditions, votre façon d'apprécier les choses, de regarder, etc. va faire que ce que vous vivez est tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Dalai Lama aussi, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et donc effectivement, on va défaire, parce que la pratique de la méditation va nous aider à poser un regard beaucoup plus détaché sur notre existence et de la regarder sous un tout autre angle. Nous, dans notre vision ordinaire, on n'a qu'un angle de vue assez limité. C'est-à-dire nos croyances, nos idées dans lesquelles nous sommes enfermés. Alors que si on commence à prendre du détachement, de recul, on se dit « Ah, mais j'avais pas vu tout ça !» C'est un peu, j'ai essayé de vous le dire autrement. C'est d'imaginer, vous êtes face à un objet et vous ne voyez que cet objet. Et pour X raisons, on va essayer d'imaginer que vous pouvez prendre un peu de hauteur. Et il y a tous les objets qu'il y avait derrière, vous n'aviez pas vu. C'est un peu, justement, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt. Et vous ne voyez pas tout le reste. Mais dès l'instant où vous avez cette vision d'ensemble, mais ça change tout. Vous dites, ah mais attends, il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que, par exemple, vous êtes coincé dans une situation. Mais vous ne voyez que la situation. Dalai Lama disait dans une conférence, il avait pris un œuf, puis il l'avait mis tout près de son visage. Et puis il avait dit, vous voyez l'œuf? Si je le mets tout près du visage, je ne vois que l'œuf, mais si je mets
l'œuf au bout de ma main. Je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. Et ça, c'est notre situation. Ça c'est notre situation ordinaire, ça, c'est la situation du méditant, qui a une perception beaucoup plus vaste. Et ça change tout, parce que vous voyez non seulement la situation, mais vous voyez tous les potentiels auxquels vous avez accès. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, est-ce que la méditation transcendantale est plus efficace que la méditation? Ça n'a strictement rien à voir. Là, dans la méditation, là, quand je parle de méditation, et je viens de décrire, si vous avez entendu depuis le début, j'ai décrit tout cet ensemble de pratiques qui sont là pour vous aider. La méditation transcendantale vous aide pas à comprendre les mécanismes de l'esprit, à vous en libérer, la vraie nature de l'esprit, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, enfin moi personnellement, je trouve que c'est très limité. Des fois, on a l'impression de faire un saut en arrière, et c'est pour mieux rebondir. Je ne sais pas, mais dans la pratique, on fait jamais un saut en arrière dans le sens où parfois, il y a des personnes qui me disent « j'ai l'impression d'avoir régressé ». Je leur dis « non, vous n'avez pas régressé ». C'est juste que de nouvelles choses apparaissent qui ne sont pas encore claires pour vous. Et elles ont besoin d'être un peu plus mises en lumière pour être enfin libérées. Avec les méditations, comment faire pour oublier une relation toxique et s'en désintoxiquer? Mais si vous avez compris, l'amour de soi va vous aider. Parce que plus vous allez vous aimer. Vous savez, je ne l'ai pas dit pendant la conférence, la méditation, ça vous protège de la maltraitance. Parce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous allez souhaiter du mal à quelqu'un que vous aimez? Bien sûr que non. Donc si vous vous aimez, est-ce que vous allez vous souhaiter du mal? À moins que vous soyez complètement maso, mais non. Forcément pas. Donc, il y a des choses que vous n'accepterez plus dans votre existence. Et quand je parle vraiment d'amour de soi, c'est vraiment ce respect, cette bienveillance à l'égard de soi. Et comment est-ce qu'on peut se souhaiter du mal, du tort? Donc toutes ces relations toxiques n'ont plus lieu d'être. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je paraphrasais Krishnamurti qui disait nos relations sont comme un miroir qui nous renvoie vers nous-mêmes. Et comment se fait-il où est-ce que on va le dire autrement, où est-ce que je me suis manqué de respect pour laisser entrer une telle personne dans mon existence? C'est lié à ce manque d'estime de soi. Et donc plus vous avez d'estime de vous-même, plus vous avez d'amour de vous-même, ce genre de relation peut même plus entrer dans votre existence. Et ça s'efface de votre mémoire. Comment réussir à avoir l'estime de soi quand on en a peu? Quand on n'a pas eu de père. Mais rien n'empêche. Rien n'empêche. Ça aussi, c'est ce que j'appelle les croyances dans lesquelles on s'enferme. Parce que je n'ai pas eu de père, je ne peux pas avoir d'estime de moi. Mais ça n'empêche pas. Vous pouvez... J'avais une amie qui était venue dans mes cours, elle me disait, mais quand on n'a pas été aimé dans l'enfance, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer? Raison de plus. Raison de plus. Parce que là où il y a un manque, il s'agit de le combler et de commencer. Et la pratique, pour ça que je disais tout à l'heure, la pratique, on y va doucement. On commence déjà, comme je dis chaque fois aux personnes qui pratiquent avec moi, je leur dis, mais ne serait-ce que le fait que vous soyez capable de vous accorder un quart d'heure, 20 minutes par jour, ça veut dire que vous vous prenez enfin en considération. Ça, c'est déjà le début de l'amour. C'est déjà le début de la bienveillance. Donc c'est précieux. Est-ce que les cours sont accessibles et fonctionnent bien sûr pour les hypersensibles. Mais oui, bien sûr. Comment gérer sa vie entre la pratique et le reste de la famille, la profession, le couple? Le temps, c'est souvent une excuse. Je veux pas... Vous êtes certainement très très pris, mais j'ai entendu un jour, c'était un sage qui disait, comme il s'adressait à des occidentaux, il dit, et moi j'ai adoré parce que j'étais un peu fâché avec la discipline, et il disait la discipline, c'est simplifier sa vie pour trouver l'espace nécessaire à la pratique. Parce que vous avez la famille, la profession, le couple, mais où vous êtes vous? Il est où votre espace à vous? Et c'est précieux parce que votre couple en a besoin. Il a besoin que vous preniez soin de vous. Votre famille a besoin que vous preniez soin de vous. Dans votre profession, si vous voulez être heureuse, eh bien, c'est en vous occupant de vous. Donc, je pense qu'il faut que vous arriviez à ne plus vous trouver d'excuses, vous dire, je vais me trouver un moment pour moi. Un quart d'heure. Vous vous rendez compte, c'est rien. Sur toute une journée, toute une vie. Souvent, les gens me disent, j'ai pas le temps, mais combien
Combien de temps vous passez sur l'ordinateur? Combien de temps vous passez devant la télévision? Aujourd'hui, en moyenne, en France, c'est catastrophique, 5 heures. Les Français passent en moyenne 5 heures devant un écran. C'est énorme. Donc dans ces 5 heures, est-ce qu'on ne peut pas trouver un quart d'heure? Comment faire pour accepter que les conditions extérieures empêchent notre projet? Ce ne sont pas les conditions extérieures qui empêchent notre projet. Encore une fois, si vous avez compris cette notion, c'était Shimon Rinpoche qui disait les obstacles ne sont pas à l'extérieur, ils sont en nous. En fait, les obstacles à l'extérieur reflètent nos propres obstacles. Comment se fait-il que cet obstacle arrive sur ma route? Et de regarder en soi. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la peur de réussir? Est-ce que je ne douterais pas de moi-même qui fait que je rencontre ce genre d'obstacle? Personnellement, chaque fois qu'il y a un obstacle qui se dresse sur ma route, parce qu'il y en a qui arrivent, eh bien je prends le temps de méditer et ça me permet de me défaire et de me libérer. Est-ce qu'on peut tous changer dans nos vies grâce à la méditation avec une forte motivation, des efforts et beaucoup de patience? Mais non, je vais vous le dire autrement, quel est le cadeau que vous voulez vous faire? Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour ça? Tout le monde peut se faire un cadeau. Tout le monde peut pratiquer la méditation. Tout le monde peut prendre un quart d'heure dans sa journée. Tout le monde peut prendre a la capacité d'éveiller son attention. Tout le monde a la capacité d'éveiller sa compassion, sa bienveillance. Et ça ne demande aucun diplôme, ça ne demande aucun savoir, ça ne demande aucun statut spécial, ça ne demande aucun don particulier. Tout le monde peut le pratiquer. Comment faire pour que les souvenirs d'un parent maltraitant cessent, j'ai répondu tout à l'heure, cessent de nous hanter, et cette peur de revivre la même chose malgré qu'on a coupé les contacts? Vous avez juste coupé les contacts, mais vous n'avez pas coupé le lien. En fait, ça c'est un problème, c'est la perception que vous avez de votre histoire. Comme je me plais à le répéter, c'est pas votre passé qui crée la douleur, c'est le regard que vous posez sur votre passé qui crée la douleur. Donc changez votre regard et là, la pratique peut vous aider. La pratique de la méditation peut-elle nous libérer des regrets? Oui, en fait, il faut comprendre que la méditation va faire que vous allez cesser de nourrir ce que vous ne voulez plus et faire exister davantage ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Comment trouver une démotivation? Par la pratique, et là vous avez des exercices dans le... Alors, je réponds encore quelques questions et on va passer à la suite. Combien de temps par jour nous avons besoin pour réellement changer? Et surtout, quand vous parlez de pratique, vous parlez uniquement de la méditation. Je parle de la pratique de ce qui s'appelle la science de l'éveil du bonheur. C'est 31 clés dont je parle de tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, je crois l'avoir répondu, c'est un quart d'heure, 20 minutes par jour, pas plus. Au moins, en tout cas c'est le minimum, parce que j'entends des sottises comme les méditations minutes. Alors ça, vous pouvez le faire à côté en plus, mais il ne faut pas croire que 5 minutes de méditation, vous avez à peine le temps de vous mettre en condition pour faire votre méditation. Mathieu Ricard le dit, soyons sérieux, minimum de 20 minutes est requis pour pouvoir intégrer la méditation. Comment vaincre l'auto-sabotage? Eh bien, par la bienveillance envers soi-même. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. On va passer à la suite. Maintenant, imaginons, vous êtes intéressé par... Alors, attends, je vais faire juste, si vous permettez, une petite manip. Voilà. Alors, maintenant, ça vous intéresse, vous avez envie de faire la démarche. Alors d'abord, pour moi, c'est important, même si, évidemment, les cours sont payants, parce que c'est indispensable que vous soyez capable de donner un minimum de valeur à ce que vous faites. Moi, j'ai expérimenté le gratuit, mais c'est une catastrophe, parce qu'en fait, les gens ne pratiquent pas, parce qu'ils ne s'impliquent pas. Et c'est bien connu, c'est un principe qui est bien connu en psychanalyse, l'argent que vous donnez, c'est l'engagement. C'est une forme d'engagement, ça veut dire je m'engage à faire quelque chose pour moi-même. Donc c'est indispensable. Donc on est obligé, évidemment, c'est ce côté, je sais que c'est très tabou dans notre culture, mais on est obligé de parler d'argent. Mais vous allez voir, on essaie de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde. Mon objectif
c'est pas de faire de l'argent. Il y a un point que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous sommes aussi une association humanitaire. Elle s'appelle Planète Altruiste. Bientôt, elle va changer. Ça va s'appeler Bienveillance et Nature, mais peu importe. On s'est engagé parce qu'on essaie aussi de participer à aider la planète. Et tout l'argent que vous donnez pour les cours, pour les stages que nous organisons, pour tout ce que vous achetez sur le site, eh bien, nous aide à financer des projets. Des projets liés à cette activité humanitaire. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas motivé par le gain, c'est pas notre but. Mais comme je viens de le dire, c'est indispensable que vous donniez un minimum de valeur à ce que vous allez faire et aux cadeaux que vous allez vous faire. Et aussi, c'est une satisfaction que vous apportez et ça vous donne de la liberté parce que vous vous appropriez aussi, c'est important que vous puissiez vous approprier la démarche. Donc comment ça va se passer? La première chose, j'ai commencé par ça, c'est que, imaginons, vous voulez commencer. Eh bien, vous allez recevoir une leçon par semaine. Dans chaque leçon, vous avez une ou plusieurs présentations audio et écrites. Vous avez un exercice pratique que vous allez pouvoir faire. Donc vous écoutez la présentation, c'est très important. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. D'ailleurs, dans le Zen, on dit que l'enseignement et la pratique sont comme les deux ailes d'un oiseau. Les deux sont indispensables. Donc écoutez les enseignements qui sont donnés va vous préparer à la pratique, à une pratique correcte. Donc c'est très important de l'écouter. Donc vous allez pouvoir écouter, enfin vous pouvez faire, moi je recommande même les deux, vous pouvez lire et écouter la présentation. Et ensuite vous allez faire l'exercice avec l'enregistrement. L'objectif, c'est que vous deveniez autonome. Donc pendant toute la semaine qui va suivre, vous allez pratiquer de manière autonome. Donc seul, sans l'enregistrement, sans le support enregistré. Et de semaine en semaine, comme ça, vous allez avancer progressivement. Toutes les instructions vous sont données dans les cours. Alors, une petite astuce, on a fait en sorte, pour des raisons pédagogiques, pour que les gens ne trichent pas, vous ne pouvez pas aller à la leçon suivante si vous n'avez pas fait la précédente. Et c'est même mieux que ça, vous ne pouvez pas aller à l'audio suivant tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de l'audio que vous écoutez. Donc quand vous écoutez la présentation, il faut que vous alliez tout au bout de l'enregistrement, que vous écoutiez tout, c'est voulu, pour que on vous offre de la qualité, on veut que ça se fasse de la bonne façon, et c'est seulement de cette façon que vous allez pouvoir intégrer la pratique. Et une fois que vous êtes allé au bout du précédent audio, vous pouvez aller au suivant, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir passer à la pratique. Et comme ça, de semaine en semaine, vous avancez. Vous êtes suivi aussi. Vous n'êtes pas seul dans la pratique. Vous avez toute une équipe qui est là pour vous accompagner. Alors je tiens à préciser, nous ne faisons pas d'accompagnement individuel parce que ça coûterait beaucoup trop cher, mais vous verrez, c'est très très bien fait. Vous avez suffisamment d'informations qui vous sont données dans les cours, on répond pratiquement à toutes les questions et vous avez toute l'équipe qui est là pour vous aider. Donc on répond par mail. Alors évitez le téléphone parce que mon assistante elle est submergée, elle ne peut pas accompagner les gens, elle ne peut pas faire de l'accompagnement. On a mis en place comment on appelle ça, un groupe de soutien sur Facebook. Alors je sais, il y a des personnes qui sont un petit peu fâchées avec Facebook, vous n'avez qu'à créer un compte, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos, etc. Mais il n'y a que Facebook qui fait ce genre de groupe privé. C'est un groupe privé, personne n'y a accès à part les personnes qui pratiquent la démarche. Et là, c'est extraordinaire. D'abord, il y a toute l'équipe qui est là pour intervenir. On répond à vos questions, on vous soutient. Nathalie, Loïc est derrière et des bénévoles aussi qui sont là pour accompagner. Et moi-même, j'interviens régulièrement sur le groupe pour répondre à vos questions. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les anciens, et avec une véritable sagesse, parfois c'est extraordinaire, viennent soutenir aussi, apportent leur aide, leur éclairage, les difficultés par lesquelles ils sont passés, comment ils les ont contournées, etc. Et donc, vous avez aujourd'hui une communauté de presque 6000 personnes qui est là pour vous soutenir et vous aider. Et puis il y a les témoignages aussi. Les gens viennent témoigner, ils disent voilà, ça fait quelques mois que je pratique, voilà les changements que j'ai obtenus, etc. Et ça vous donne du courage. Vous vous sentez moins seul. Et c'est ce que disent toutes les personnes qui sont sur le groupe. Ils disent effectivement, moi je me sens moins seul, je suis plus tout seul dans mon coin et je peux progresser et je sais que je peux communiquer, partager avec d'autres personnes. Donc tout ça, ça fait partie de la prestation qu'on vous offre. J'aimerais, avant d'aller plus loin, et pour moi c'est un point important, ne suivez pas cette démarche si vous n'êtes pas prêt à prendre votre vie en main.
Parce que je m'adresse à des personnes qui ont vraiment envie de faire quelque chose pour eux-mêmes, qui ont vraiment envie de s'offrir un cadeau, de se faire un vrai cadeau, et qui veulent quelque chose de qualité aussi, parce que je propose pas de gadgets. Vous savez, les méthodes en 3 jours ou ce genre de choses où, je sais pas, en quelques semaines, vous allez transformer votre vie. Ça n'existe pas. Moi-même, j'en ai essayé plein et chaque fois, oh bien, on se retrouve toujours avec les mêmes histoires. Là, vous avez une démarche vraiment profonde, aboutie. Vous bénéficiez de 36 années d'expérience et puis aussi de toute la transmission de tous ces sages que j'ai eu le bonheur de fréquenter, de 50 années de pratique aussi de méditation. Donc tout ça, c'est ce qui vous est donné dans la méthode. Vous verrez que c'est extraordinairement riche. Et encore une fois, je le répète, vous êtes accompagné. Alors, maintenant, combien ça coûte? Alors, si vous êtes si vous êtes allé voir un coach, vous savez qu'une simple séance, en général, c'est minimum 30 à 40 euros, voire jusqu'à 150, parfois j'ai même vu 200 euros la séance. Alors, essayez d'imaginer, vous avez 31 clés, ça coûterait relativement cher. Mon objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ce genre de démarche, même les plus modestes, parce qu'en plus vous avez des facilités de paiement, vous pouvez payer jusqu'à 4 fois, en 4 fois si vous le souhaitez. Chaque clé, vous les avez pour 11,30 €. Alors j'en profite pour vous dire, profitez-en parce que là on est vraiment au ras des pâquerettes et prochainement on va être un peu obligé d'augmenter. Donc là pour l'instant c'est à 11,30 € et pendant 24 heures vous allez pouvoir bénéficier de ce tarif. Pourquoi on le limite à 24 heures? 24 heures parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde, parce que nous on doit assurer le suivi. Si vous êtes trop nombreux, on n'arrive plus, on est submergé de mails, il y a beaucoup de demandes, il faut qu'on puisse quand même répondre à vos questions parce qu'on tient à faire quand même un travail de qualité, une démarche de qualité. Donc, alors on va peut-être afficher l'image, Loïc. Voilà. Donc, si vous commandez sous 24 heures, vous avez 11,29 €. Mais c'est pas tout. Vous allez pouvoir, j'ai oublié de vous le dire, vous allez pouvoir l'essayer. Pendant 24 heures, vous allez pouvoir essayer la démarche. Je vais vous en parler tout de suite. Ne partez pas, justement, parce que ça, c'est l'avantage. Et si vous commandez dans les 24 heures, regardez ce que vous recevez en plus. On vous fait un cadeau parce que ces cadeaux, c'est pas juste c'est pas pour vous appâter. C'est surtout d'abord, c'est pour vous remercier de nous faire confiance. Et c'est aussi parce qu'on sait que c'est un excellent complément à la méthode. Vous allez avoir 5 jours de stage en vidéo. Vous allez voir, vous aurez l'impression d'être dans les stages. Ça a été filmé sur place par Loïc, justement, qui est derrière la caméra actuellement, derrière la technique. Et vous avez des enregistrements d'une richesse extraordinaire. Et c'est pas tout. Je parlais de la confiance en soi tout à l'heure. Eh bien là, on vous fait un cadeau magnifique. Vous allez avoir un atelier vidéo sur la confiance en soi qui comprend 9 vidéos de 1 heure chacune et 2 vidéos de 15 minutes en plus d'un bonus. C'est un atelier que j'ai donné à Paris il y a déjà plusieurs années. Et là, vous verrez, c'est extraordinairement riche. Et c'est pas tout. Tous les mois, vous allez recevoir le CD du mois. Qu'est-ce que c'est que le CD du mois? En fait, c'est pas un CD, c'est en téléchargement. Vous allez recevoir des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires que j'ai donnés. Et ça aussi, c'est vraiment un excellent complément à ces cours. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous allez sur coursbruno.fr. Oui, c'est très facile à retenir. Et pendant 24 heures, vous bénéficiez de la réduction. Au lieu de payer 31 €, vous payez 11,29 €. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de décider. Et comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, vous allez même carrément pouvoir l'essayer. Pendant 24 heures, vous allez pouvoir essayer. Si vous allez sur coursbruno.fr, eh bien, vous allez sur cette page, vous avez déjà un petit descriptif, on vous redonne une petite synthèse de ce que c'est que sont ces cours. Vous avez des témoignages vidéo aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à les regarder. Et vous allez pouvoir, vous avez des boutons un peu partout sur cette page, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir essayer pendant 24 heures cette démarche. Après, à vous de décider. Voilà. Alors, pour vous prouver... Ah oui, j'ai oublié. Pardonne-moi Loïc, merci de l'avoir rappelé. Est-ce que tu peux juste la retirer? Je vais faire Alors, vous avez 2 façons. Comment est-ce que vous accédez au cours? Vous avez d'abord un espace client sur lequel vous allez trouver tous vos cours. Vous avez une plateforme qui est magnifiquement bien faite, où vous avez accès aux présentations écrites, présentations audio, exercices audio. Mais, et ça c'est un bonus, on vous offre en plus, et c'est gratuit, une application. On va la voir.
vous venez de la voir apparaître. Et vous avez ça en plus. Alors c'est gratuit, donc vous n'avez rien à payer. La plupart des applis sont payantes, chez nous c'est pas payant. Regardez la troisième colonne, là vous avez vos cours, présentations, écrites, audio, etc. Et là vous pouvez les télécharger, vous pouvez les écouter où vous êtes, vous pouvez les avoir partout où vous vous trouvez, vous pouvez les avoir. Par contre, je vous recommande quand même, pour vos leçons, d'être quand même dans de bonnes conditions d'écoute, parce que si vous êtes en train de faire autre chose, si vous êtes accaparé, si vous n'allez pas tirer bénéfice de la démarche. Et en complément, vous avez plein de gratuits. Vous avez les méditations collectives, elles se déroulent le dimanche matin, mais vous les avez en replay aussi. Vous avez les balades de Bono, vous avez le mot du jour, vous avez des extraits de séminaires, de stages, etc. Enfin, tout ça pour vous aider dans votre démarche, c'est un complément, il y a énormément de gratuits. Donc en fait, notre activité, c'est 70% de gratuit et seulement le reste est payant. Donc vous voyez, on ne peut pas nous accuser de faire ça pour l'argent. Voilà, on peut retirer l'image. Donc voilà, et maintenant, pour vous prouver la valeur de cette démarche, on va vous laisser avec Dr Cyril Asif Thomas. Ça dure pas très longtemps, ça dure quelques minutes. C'est un témoignage qu'il a voulu faire. Dr Cyril Asif Thomas est psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux de France. Et puis il a plein de titres. C'est quelqu'un qui est relativement haut placé. Et il a tenu absolument à témoigner. C'est quelqu'un qui suit les cours aussi, donc il va en parler. Et il est venu en stage aussi. Alors, c'est juste parce que il fait partie de ces personnes qui ont un sens critique assez poussé. On a même un autre témoignage d'une personne du CNRS aussi, Thomas Kosk, qui est chercheur, qui est scientifique, qui a fait un témoignage aussi. Ce sont des personnes, on ne leur fait pas avaler n'importe quoi. Et ils voient tout de suite si on essaie de les embobiner, de leur raconter des histoires. Donc pour nous, c'est un peu une façon de vous rassurer, de vous donner une garantie de sérieux de cette démarche. Donc vous allez pouvoir écouter pendant quelques minutes, ça dure pas très longtemps, Dr Cyril Asif Thomas. Et je vous laisse après, c'est à vous de décider si vous avez envie de vous faire un cadeau, de vous faire un merveilleux cadeau, parce que vous commencez un petit peu à vous aimer vous-même, à vous dire, effectivement, je vais m'offrir ces clés pour permettre à ma vie de se transformer. Eh bien, on sera ravis de pouvoir vous accompagner et peut-être un jour de vous voir dans un stage. Donc je vous laisse avec Dr Cyril Asif Thomas et puis j'espère à très bientôt. Passez une bonne soirée, au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander, on peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça c'est rare. Rudo, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.